Elle trie juste des déchets, c'est ce que mon père a dit à ses partenaires, juste devant moi. Ma sœur, Mélisande, a ricané, quelle honte. Moi? Je souriais en silence. Je n'ai rien dit. J'attendais. J'attendais que la télévision dans le coin du salon privé, qui était en sourdine sur BFM Business, se mette à parler. Et elle l'a fait. La journaliste a annoncé, découvrez la nouvelle PDG du milliard de la Green Tech. Et cette PDG, celle qu'ils appelaient la nouvelle licorne normande, c'était moi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire d'aujourd'hui est intense. C'est une histoire de famille, de jugement, de finances familiales compliquées et de ce sentiment terrible de ne pas être cru par ceux qui devraient vous soutenir le plus. Avant de plonger dans les détails de cette soirée incroyable, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos messages et savoir d'où vous venez, ça me connecte à vous. Bon, maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, comment cette soirée a pu dégénérer à ce point avant de basculer. Mon téléphone a vibré sur la paillasse en acier inoxydable de mon laboratoire. Le son strident a percé le sifflement doux du spectromètre de masse. Je l'ai ignoré. J'étais penché sur une série de fioles, notant la viscosité d'un nouveau lot de polymère. Il a vibré à nouveau, avec insistance cette fois. J'ai poussé un long soupir, sentant une migraine poindre derrière mes yeux. J'ai essuyé mes mains gantées sur ma blouse, j'ai ôté mes lunettes de sécurité et j'ai regardé l'écran. Papa. Mon estomac s'est contracté. J'ai décroché. Aveline? La voix de mon père, Grégoire, était faussement enjouée. C'était sa voix, j'ai besoin de te demander quelque chose que tu vas détester mais que je vais te présenter comme une faveur. Salut papa, je suis un peu occupée, le lobé 12 est temps. Écoute, Aveline, le dîner trimestriel avec mes associés, c'est ce soir. Il n'avait pas écouté un mot de ce que je disais. À la couronne. Je veux que tu viennes. J'ai fermé les yeux. La couronne. Le restaurant le plus cher, le plus historique, le plus étouffant de Rouen. Le genre d'endroit où les serviettes sont si épaisses qu'elles pourraient servir de couverture et où les serveurs vous jugent si vous ne savez pas quel couteau utiliser pour le poisson. Le genre d'endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis, depuis que j'avais annoncé ma grande trahison. Papa, tu sais que ce n'est pas mon truc. Ces dîners sont. C'est précisément pour ça que tu dois venir. Son ton a changé, devenant plus pressant, presque suppliant. Il faut que tu rencontres de vraies personnes qui ont réussi, Aveline. Des gens qui ont bâti quelque chose de concret. J'ai serré le téléphone. J'avais 28 ans. Je dirigeais BioVert, une société de 85 employés, depuis 5 ans. Mais pour mon père, si ça ne ressemblait pas à un bureau au sommet d'une tour ou à un cabinet d'avocats sur la rue Jeanne d'Arc, ce n'était pas réel. Papa, mon travail est très concret. Les affaires sont dures, tu sais. Il a baissé la voix, et j'ai entendu la peur poindre, cette angoisse qui le rongeait depuis des années. Mon secteur, les fournitures de bureau, c'est un désastre. Amazon Business, la dématérialisation. Les gens n'impriment plus. Mon chiffre d'affaires s'effondre. C'était ça. Son entreprise, autrefois un pilier local, prenait l'eau. Et au lieu d'affronter sa propre obsolescence, il projetait sa peur panique sur moi. J'étais son échec par procuration. Papa, je suis désolé pour tes affaires, mais je n'arrive toujours pas à croire que tu as abandonné ton master en finance à Neoma. Il a sorti l'argument ultime. Neoma. La grande école de commerce de Rouen. Le joyau de la couronne de son plan de vie pour moi. Le chemin royal vers une carrière lucrative dans la banque ou l'assurance, comme ma sœur aînée, Mélisande. Le jour où je lui avais annoncé mon départ, 6 mois avant le diplôme, avait été le pire de ma vie. Je me souviens de son visage, passant du rouge de la colère au blanc de l'incompréhension. Il n'avait pas crié. Il avait juste dit, d'une voix morte, « Tu viens de jeter ta vie à la poubelle. » J'ai abandonné, ai-je dit, fatigué de cette conversation que nous avions eue 100 fois, parce que j'avais trouvé quelque chose de plus important que des bilans financiers. Plus important que ton avenir? Plus important que la sécurité financière, il a presque crié.
Aveline, tu ne peux pas jouer éternellement avec tes algues et tes éprouvettes. Mets une robe décente. Sois là à 20h. Peut-être que maître Valérie ou Benoît auront pitié de toi et te trouveront un vrai poste. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du laboratoire. Derrière moi, une machine à 500 000 € extrudait un filament bioplastique que nous avions mis 3 ans à perfectionner. 5 ans. 5 ans qu'il me tenait ce discours. 5 ans que je bâtissais un empire dans son ombre, et tout ce qu'il voyait, c'était la fille qui avait abandonné la voie royale. J'ai accepté, la boule au ventre. Je serai là, papa. Je ne savais pas que cette soirée, la soirée où il voulait m'exposer comme un échec, comme un trophée de sa déception, allait devenir ma plus grande justification. Je suis arrivée à la couronne à 20h pile. J'avais quitté le laboratoire de Sotteville en catastrophe. J'avais passé 1 heure de plus que prévu sur les tests du lot B12. J'ai roulé à toute vitesse dans ma vieille Clio, passant du monde fonctionnel et bruyant du parc technologique au silence feutré et historique du centre-ville de Rouen. J'ai trouvé une place à 10 minutes de marche. J'ai couru sous la pluie fine, mon seul vêtement décent étant un pantalon noir sobre et un pull à col roulé en cachemire bleu nuit. C'était mon uniforme. Simple. Pratique. Il y avait peut-être une minuscule tache d'iode sur la manchette que je n'avais pas réussi à faire partir, mais tant pis. Quand je suis entrée dans le salon privé, le contraste était saisissant. Les murs étaient lambrissés de chênes sombres, des lustres en cristal pendaient bas, projetant une lumière chaude. L'air sentait la cire d'abeille, le vieux vin et l'argent. Ils étaient déjà tous là, un verre à la main. Mon père, Grégoire, tirait à 4 épingles dans son costume sombre, mais son sourire était aussi tendu qu'un élastique. Ma sœur, Mélisande, 31 ans, parfaite. Son tailleur pantalon gris perle devait coûter plus cher que mon loyer de 3 mois. Sa montre brillait. Elle était gestionnaire de portefeuille dans une grande compagnie d'assurance, la fierté absolue de mon père. À côté d'eux se tenait Benoît, un financier au visage rubicond et à la voix forte, et maître Valérie, l'avocat d'affaires de mon père, un homme mince, précis et silencieux. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence s'est fait, un silence lourd de jugement. Mélisande a été la première à le briser. Elle s'est approchée de moi, glissant sur le parquet ancien. Elle m'a fait une bise en tendant la joue, son parfum cher, lourd et floral, m'agressant les narines. Aveline, a-t-elle gloussé, assez fort pour que toute la table entende. Tu as réussi à sortir de ton garage? Elle a reniflé discrètement. Dis-moi, tu sens le laboratoire, non? Un peu comme l'algue? Ou c'est le chlore? Benoît a eu un petit rire étouffé dans son verre de chablis. Maître Valérie a levé un sourcil, impassible. Grégoire, mon père, est devenu rouge pivoine. Il m'a attrapé par le bras, sa poigne était comme un étau. Aveline, a-t-il sifflé entre ses dents, son sourire mondain figé pour ses invités. Parle-moi 2 secondes. Il m'a tiré dans l'embrasure de la porte. Tu ne pouvais pas faire un effort? Tu te présentes comme ça? On dirait que tu sors d'une usine. Tu me fais honte. C'est un peu le cas, papa, je travaillais. Tais-toi. Il m'a fusillé du regard. Va t'asseoir. Et je t'en prie. Je t'en supplie. Ne parle pas de ton projet. Dis que tu es en reconversion. Dis que tu prends une année sabbatique. N'importe quoi. Mais ne nous humilie pas. Il m'a lâché et est retourné auprès de ses invités, son masque jovial de retour. Excusez-la, elle est très investie. Il m'a présenté d'un geste vague. Messieurs, vous connaissez ma fille aînée, Mélisande. Et voici, ma fille cadette, Aveline. Il y a eu une pause. La pause où il aurait dû dire PDG de Biovert ou ingénieur en matériaux. Elle est en phase de transition, a-t-il finalement lâché. En transition. J'ai senti le sang me monter au visage. En transition. 5 ans de ma vie. 5 ans à travailler 18 heures par jour. 5 ans à hypothéquer mon avenir, à dormir sur un lit de camp dans mon premier local de 20 mètres carrés.
85 employés qui comptaient sur moi pour leur salaire à la fin du mois. Des brevets déposés dans 12 pays. Des contrats avec des multinationales allemandes et scandinaves. Et j'étais en phase de transition. C'est charmant, a dit Mélisande, son sourire dégoulinant de fausse pitié. C'est si bohème de se chercher encore à ton âge, Aveline. Bientôt 30 ans, non? Je ne me cherche pas, Mélisande. Je sais exactement où je suis, ai-je répondu, ma voix plus calme que je ne le pensais. Oh, bien sûr que tu le sais, a-t-elle dit en retournant à son champagne. Mon père m'a fusillé du regard, un regard qui disait « Tais-toi. Ne commence pas. » J'ai pris le siège qu'on m'indiquait, le plus loin de mon père. J'ai souri poliment au serveur. Ce soir, j'allais leur montrer ce que « transition » voulait vraiment dire. Le dîner a commencé. Les huîtres sont arrivées. La conversation tournait autour des sujets habituels de ce cercle, les taux d'intérêt de la BCE, les difficultés d'approvisionnement depuis la Chine, la dernière loi de finances, le nouveau maire. Mon père se plaignait amèrement de la concurrence d'Amazon Business. Mélisande se vantait d'un nouveau produit d'assurance vie qu'elle avait aidé à structurer, un produit complexe dont je savais qu'il était surtout avantageux pour la banque. J'écoutais en silence, mangeant mon pain. Mon esprit était à 15 kilomètres de là, à Sotteville, avec Mathieu et Élodie. Est-ce que le lot B12 tiendrait le test de traction? Puis, Benoît, le financier, repu de ses huîtres, s'est tourné vers moi avec un sourire qui se voulait aimable mais qui était surtout condescendant. Alors, Aveline, votre père dit que vous êtes en transition. Qu'est-ce que ça veut dire pour une jeune femme moderne de Rouen? Vous tenez un blog de yoga? Vous faites de la poterie? Mélisande a ri, un petit son aigu. J'ai posé ma fourchette. Lentement. Non, monsieur. J'ai fondé une société il y a 5 ans. Elle s'appelle BioVert. Nous sommes basés au parc technologique de Sotteville. Nous développons des... Oh, elle fait un truc dans l'écologie, m'a coupé mon père, avec un geste de la main comme pour chasser une mouche. Il s'est tourné vers Benoît, son ton devenant confidentiel et faussement amusé. Vous savez ce que c'est, la jeunesse d'aujourd'hui. Greta Thunberg. Il a levé les yeux au ciel. Elle aide les entreprises à trier leurs déchets, des trucs comme ça. Un petit projet vert. Il a prononcé le mot « vert » comme si c'était un synonyme de naïf ou stupide. Trier les déchets. J'ai senti une vague de froid m'envahir. Trier les déchets. Je me suis souvenu. D'un coup, le restaurant luxueux s'est effacé. Je me suis revu 6 ans plus tôt. J'étais en dernière année à Neoma. J'avais le monde à mes pieds. Un stage promis chez LVMH à Paris. Mon père était si fier. Et je suis partie en week-end à Biarritz. Je me souviens de cette plage, au petit matin, après une tempête. Ce n'était pas du sable. C'était un tapis multicolore. Des confettis. Des milliards de fragments de plastique. Des microbilles, des bouchons, des filaments de filets de pêche. J'ai ramassé une poignée de ce sable, et il m'a glissé entre les doigts. Une pollution si profonde, si intime, qu'elle faisait désormais partie de la terre elle-même. J'ai vu une tortue morte, sa carapace emmêlée dans un sac. Ce jour-là, mon master en finance m'a paru être une blague morbide. Une absurdité totale. À quoi bon apprendre à optimiser des portefeuilles d'actions dans un monde qui s'étouffait sous ses propres ordures? Je suis rentrée à Rouen. J'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais tout. Que je n'irais pas chez LVMH. Que j'allais utiliser mes connaissances en chimie, ma passion d'enfance oubliée, pour créer un plastique qui ne tuerait pas la planète. Mon père m'avait regardée comme si j'étais folle. Ma mère avait pleuré pendant une semaine. Mélisande m'avait dit que je gâchais le nom de la famille et que j'étais irresponsable. Et maintenant, 5 ans plus tard, après avoir levé des millions d'euros, après avoir créé un matériau breveté qui commençait à être utilisé par des géants de l'agroalimentaire en Allemagne et en Scandinavie, pour mon père, je triais les déchets. Je suis revenue à la réalité du restaurant. Benoît me regardait avec une pitié amusée. Ah, l'écologie, a-t-il dit en riant. C'est bien de s'occuper. Un bon hobby.
Mais ça ne paie pas les factures, hein. J'ai pris une gorgée d'eau. Ma main était stable. Ça dépendait qu'elle, monsieur. Aveline, a grondé mon père, un avertissement clair. Mélisande a ricané dans son verre de vin. Elle adore jouer dans les poubelles. Depuis qu'on est petite, elle a toujours été comme ça. J'ai gardé le silence. J'ai repris ma fourchette. Il n'avait aucune idée. Vraiment aucune. Et la pire partie de la soirée n'avait même pas encore commencé. L'humiliation ne s'est pas arrêtée là. Après le plat principal, un homard thermidor dont je n'ai pas senti le goût, alors que les hommes parlaient de la dernière acquisition dans le port de Rouen, Mélisande s'est penchée vers moi. Son visage, éclairé par la bougie, adoptait une expression de fausse inquiétude, celle qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à être particulièrement cruelle. « Aveline, chérie », a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que ma mère, si elle avait été là, ait pu l'entendre. « J'ai quelque chose pour toi. J'y ai pensé toute la semaine. » Elle a sorti son téléphone, un iPhone dernier cri, et a tapoté sur l'écran avec ses ongles manucurés. « Voilà. » Elle m'a montré une annonce d'emploi sur le site de l'APEC. Le directeur régional de ma boîte, tu sais, chez AXA, il cherche une nouvelle assistante de direction. Une secrétaire, quoi? Je l'ai regardée, stupéfaite. Le mépris était si flagrant que c'en était presque comique. C'est un super poste, tu sais, a-t-elle continué, son ton dégoulinant de condescendance. C'est un vrai travail. Dans une belle tour, juste à côté d'ici, avec la sécurité de l'emploi, une super mutuelle, des RTT, et des tickets restaurants. Elle faisait la liste de ses avantages comme si elle parlait à une enfant perdue, une sans-abri. C'était l'apogée de sa vision du monde, la sécurité de l'emploi salarié, la réussite mesurée en avantages sociaux. Ce n'est pas ton truc, à Sotteville-les-Rouen là, dans ton entrepôt humide. C'est sérieux. Tu devrais postuler. Un entrepôt humide. Mon laboratoire de 2000 m², certifié ISO, équipé de spectromètres de masse et de réacteurs à polymérisation qui coûtaient des millions d'euros, était un entrepôt humide. Je peux même glisser un mot pour toi, a-t-elle ajouté, comme la cerise sur le gâteau de l'insulte. Dire que tu es ma petite sœur, que tu as eu des difficultés, mais que tu es sérieuse et prête à te ranger. Mon père, qui avait entendu la fin de la conversation, a hoché la tête vigoureusement. C'est une excellente idée, Mélisande, s'est-il exclamé, reconnaissant. Aveline, tu devrais écouter ta sœur. Elle a réussi. Elle a les pieds sur terre. Elle sait de quoi elle parle. Il a ajouté, baissant la voix, son visage se rembrunissant d'inquiétude feinte, ta mère s'inquiète pour ton loyer tous les mois. Elle a peur que tu sois criblé de dettes avec tes histoires. Elle n'en dort plus. Criblé de dettes. Mon loyer. J'ai failli m'étouffer. J'ai pensé aux 85 fiches de paie que j'avais signées électroniquement le matin même. J'ai pensé au virement de 2,5 millions d'euros que j'avais autorisé la veille pour l'achat d'une nouvelle ligne de production allemande. J'ai pensé aux négociations que je menais avec un fonds de capital risque londonien pour notre série C, une levée de fonds qui allait changer la donne. Et ma famille, ma propre famille, pensait que je ne pouvais pas payer le loyer de monter 2 à 700 euros par mois. Je me débrouille, merci, ai-je réussi à articuler, ma voix blanche de colère contenue. Se débrouiller? Mélisande a haussé les épaules avec un petit rire méprisant. Enfin, c'est ta vie. Ne viens pas dire que je n'ai pas essayé de t'aider. L'offre est sur la table. Oh, elle avait essayé. Mais ce qu'elle essayait de faire, ce n'était pas de m'aider. C'était de m'écraser. C'était de me rabaisser à son niveau, elle qui avait suivi le chemin tout tracé, elle qui avait un vrai travail mais dont la vie était d'un ennui mortel. C'était l'humiliation de trop. Le mépris était si épais que j'aurais pu le couper au couteau. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez explosé et tout déballé sur la table, les chiffres, les millions? Ou est-ce que vous auriez fait comme moi, en gardant votre calme, en attendant, en sachant que la vérité a une façon de se révéler au moment le plus inattendu? Dites-moi ce que vous auriez fait, je suis curieuse de savoir. Je serrais si fort mon couteau à dessert que mes jointures étaient blanches.
J'essayais de respirer. 1, 2, 3. J'étais sur le point de me lever. J'allais dire, j'ai un problème de réacteur, je dois y aller. J'allais fuir cet enfer familial, cette mascarade. C'est à ce moment que Maître Valéry, l'avocat, qui n'avait presque pas dit un mot de la soirée, a posé son verre de vin. Il me regardait, non pas avec pitié, ni avec condescendance, mais avec une curiosité intense, presque clinique. « Pardonnez-moi, mademoiselle Aveline, a-t-il dit, sa voix précise coupant net la conversation de Benoît sur le golf. J'ai été distrait, mais, vous avez dit le nom de votre société ? J'ai mal entendu. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti le regard lourd de mon père m'ordonnant de me taire, de mentir, de dire un petit projet. Biovert, ai-je répondu clairement, en le regardant dans les yeux. Biovere. Biovert. A-t-il répété, en fronçant les sourcils. Il a sorti un stylo et l'a noté sur un coin de la nappe. Non. Sur son carnet Moleskine. Pas. Biovert, à Sotteville-les-Rouen ? Le parc technologique du Madrillet ? Mon père a eu un rire nerveux. Oh, vous savez, maître, les noms se ressemblent tous, c'est juste un nom qu'elle a trouvé. Non, a dit Valéry, en levant la main pour interrompre mon père, sans le regarder. Il me fixait toujours. Je connais ce nom. Mon cabinet, nous avons un bureau à Francfort. Nous avons représenté un client allemand il y a 6 mois. Il s'est penché en avant. L'ambiance à table avait changé. Le tintement des couverts s'était arrêté. C'était une affaire compliquée, a-t-il continué, pensif. Notre client, un géant de la chimie allemand, voulait racheter une petite start-up technologique française qui possédait un brevet clé sur un polymère d'algues. Ils ont échoué. Il a fait une pause, comme pour se remémorer. Non seulement ils ont échoué, mais ils ont été contre-attaqués pour violation de brevet. Une manœuvre très agressive, très brillante. Ils ont dû payer un accord de confidentialité de plusieurs millions d'euros juste pour que ça n'aille pas au tribunal. Il me fixait. Ses yeux gris acier ne me lâchaient pas. Le cabinet qui représentait la start-up française, c'était un gros cabinet parisien. Et la start-up qui les a mis en déroute, qui les a forcés à payer. Il a marqué une pause. S'appelait Biovert. Le silence qui est tombé sur la table était assourdissant. On n'entendait plus que le lointain murmure des autres convives dans le restaurant et le crépitement de la cheminée. Mélisande avait arrêté de sourire. Elle regardait Valéry, puis moi, puis Valéry, comme si elle ne comprenait pas la langue qu'il parlait. Mon père était livide. Valéry, c'est absurde. C'est une coïncidence. Ma fille, elle trie des déchets. Elle vient de me le dire. Grégoire, a dit Valéry, son ton soudainement glacial. Il reporta son attention sur moi. C'est votre société ? Oui, maître. C'est ma société. L'affaire BASF était compliquée. Ce n'est pas une petite entreprise, Grégoire, a dit Valéry, son ton plein de reproches envers mon père. C'est, attendez. Il a sorti son téléphone. Il a commencé à taper. Pas sur Google. Sur leséchos et sociétés.com. Le sourire de Mélisande s'était figé. Elle ne bougeait plus. Elle me regardait, ses yeux plissés, la confusion se mêlant à une colère sourde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Aveline, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas répondu. Je regardais maître Valéry taper sur son téléphone. L'atmosphère à table venait de changer. Et ce n'était que le début. Maître Valéry lisait son téléphone, son pouce glissant rapidement sur l'écran. Ses sourcils, d'habitude impassibles, se sont haussés. Une fois. Puis une deuxième fois, si haut qu'ils ont presque disparu dans ses cheveux. Il a relevé les yeux de son téléphone, m'a regardé, puis a regardé mon père avec une expression d'incrédulité totale. Grégoire. A-t-il commencé, sa voix prudente, comme s'il parlait à un enfant. Je ne pense pas que vous compreniez ce que votre fille fait. Du tout. Il a tourné son téléphone vers Benoît, le financier. Benoît, vous suivez les levées de fonds de la French Tech, non? Vous avez vu passer ça? Regardez.
Benoît s'est penché, a plissé les yeux pour lire sur le petit écran. Et puis il s'est étouffé. Il n'a pas toussé. Il s'est étouffé avec sa gorgée de vin. Il est devenu violet, tapant sa poitrine, les yeux exorbités. Pardon, a-t-il suffoqué, après qu'un serveur se soit précipité. C'est une blague? Ce n'est pas possible. Quoi? A demandé mon père, sa voix devenant aiguë, paniquée. Qu'est-ce qu'il y a? Montrez-moi. Valérie a reposé son téléphone. Il m'a regardé avec un respect soudain, profond. Mademoiselle Aveline. Biovert. C'est bien vous. La fondatrice. La présidente directrice générale. Il s'est tourné vers mon père. Grégoire. Votre fille. L'année dernière. Série A. Elle a levé. Il a vérifié son écran une dernière fois. 80 millions d'euros. Pas 80 000. 80 millions. Le chiffre a explosé dans le silence du salon privé. Il a semblé rebondir sur les murs en bois. Mon père est devenu blanc. Pas rouge. Blanc. D'un blanc cireux. 80, quoi? Valérie, vous êtes fou. C'est une faute de frappe. C'est impossible. Elle? C'était l'année dernière, maître, ai-je dit calmement, ma voix tranchant l'air. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'avais enfin leur attention. La valorisation de la série a été de 80 millions d'euros. C'était il y a 14 mois. C'est de l'histoire ancienne. Benoît, le financier, avait retrouvé sa voix. Il me regardait, bouche bée. Vous parlez de valorisation? Vous savez ce que? Je sais ce que ça veut dire, monsieur, ai-je répondu. J'ai peut-être quitté Neoma, mais j'ai négocié les termes moi-même. Mais comme je l'ai dit, c'est dépassé. Nous venons de clôturer la série B, le mois dernier. La série B, a demandé Valérie, ses yeux d'avocat brillant d'une excitation soudaine. 25 millions d'euros, ai-je dit. En cash. Mené par un fonds de capital risque de premier plan de Londres et un fonds souverain scandinave. Le silence est revenu, plus lourd cette fois. Si lourd qu'il en était écrasant. Non. A murmuré Mélisande. C'était un souffle. Non, c'est impossible. Tu mens. Elle s'est tournée vers moi, son visage déformé par l'incrédulité et une rage soudaine. Tu mens. C'est ridicule. Tu conduis une vieille Clio toute cabossée. Je l'ai vue garer. Une poubelle. C'était l'argument qu'elle avait trouvé. Ma voiture. J'ai presque souri. La Clio est pratique pour transporter les échantillons entre le laboratoire et le site pilote, Mélisande. Elle ne consomme rien et je m'en fiche si je la salis avec de la boue. Je n'ai pas besoin d'une Mercedes pour analyser des structures moléculaires. Mais 25 millions, en cash, a bégayé mon père. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Comme si un extraterrestre venait de s'asseoir à sa table, à la place de sa fille ratée. Aveline, mais, comment? Il allait parler. Il allait poser la question. Mais il n'en a pas eu l'occasion. Car à ce moment précis, dans le coin de la pièce, le son de la télévision, qui diffusait BFM Business en sourdine, venait d'être augmenté. Un des serveurs, peut-être, ou un autre client dans un salon voisin. Le son est devenu clair et fort. Le son de la télévision a rempli le silence. C'était la voix claire, professionnelle et dynamique d'une journaliste que je reconnaissais. Et c'est la fin de notre journal de l'économie. Mais restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, notre dossier spécial, Pépites de Normandie. L'économie de la région est en pleine mutation, portée par des innovateurs qui pensent le monde de demain, bien loin des clichés. Mon cœur a fait un bond. Oh non. Non. Pas maintenant. Pas ici. Ce soir, a continué la journaliste, alors qu'un jingle dynamique retentissait, nous allons à Sotteville-les-Rouen, dans la banlieue de Rouen, pour rencontrer une fondatrice qui est en train de révolutionner l'industrie du plastique. Une véritable licorne en devenir,
qui fait la fierté de la French Tech. J'ai senti mon estomac se nouer si fort que j'ai cru que j'allais être malade. C'était l'interview que j'avais donnée 2 semaines plus tôt. Une équipe était venue au laboratoire. J'avais accepté à contre-cœur, sur l'insistance de mon équipe de communication. Je pensais qu'elle serait diffusée en ligne, ou peut-être un dimanche matin à 6 heures. Pas à 21h30, en prime time, dans le restaurant le plus en vue de Rouen, devant ma famille. Mon père a froncé les sourcils. Pépite de Normandie? Sotteville? C'est. Et puis, mon visage est apparu. En gros plan. Non pas dans une robe de soirée, mais dans ma blouse de laboratoire blanche, mes cheveux bruns relevés en un chignon désordonné, des lunettes de sécurité sur le front. Je souriais, un sourire fatigué mais passionné, à la journaliste. Aveline, a soufflé mon père. Sa voix n'était qu'un murmure. Mélisande a porté la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant. À l'écran, je parlais. Et derrière moi, ce n'était pas un entrepôt humide. C'était un laboratoire ultramoderne. Des écrans de contrôle partout, affichant des graphiques complexes. Des ingénieurs en blouse blanche, hommes et femmes, qui s'activaient autour de machines chromées. Des réacteurs en verre bouillonnant d'une substance verte. Le problème n'est pas le plastique, disait mon double à la télévision, ma voix claire et assurée, c'est sa persistance. C'est une erreur de conception. Chez BioVert, nous avons développé un polymère à base d'algues qui a les mêmes propriétés que le PET, mais qui est 100% biodégradable en milieu marin en moins de 180 jours. La caméra a fait un panoramique sur notre ligne de production pilote, un monstre d'acier de 20 mètres de long. C'est toi, a bégayé mon père. Il ne me regardait plus. Il était hypnotisé par l'écran. Non, a dit Mélisande. Ce n'est pas possible. C'est un montage. Aveline, a dit la journaliste à l'écran, vous avez 28 ans. Vous avez abandonné une carrière toute tracée en finance, vous avez quitté l'une des meilleures écoles de commerce juste avant le diplôme pour poursuivre cette idée folle. Aujourd'hui, vous dirigez 85 personnes, dont 30 chercheurs, et vous venez de lever 25 millions d'euros. Benoît, le financier, me regardait, puis l'écran, puis moi. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Maître Valéry, lui, hochait la tête, un petit sourire en coin, comme si toutes les pièces du puzzle venaient de s'assembler. Mon père ne disait rien. Il était blanc comme un linge. Mélisande tremblait. Je pouvais voir sa main trembler en tenant son verre d'eau. La journaliste à l'écran a souri. Aveline, à 28 ans, vous êtes à la tête d'une révolution. Le mot était lâché. La bombe était dégoupillée. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. La journaliste à l'écran s'est penchée en avant, son expression sérieuse, captivante. Aveline, cette série B de 25 millions d'euros, c'est l'une des plus importantes de l'année dans la Green Tech en France. Mais ce n'est pas tout. Les analystes de marché, les investisseurs, tout le monde parle déjà de la série C, prévue pour l'année prochaine. Mon moi télévisé souriait, un peu mal à l'aise. J'avais été briefé pour éviter ce sujet. Nous nous concentrons sur le produit, sur l'industrialisation, pas sur les valorisations. Bien sûr, l'a coupé la journaliste, elle ne lâchait pas son scoop. Mais les chiffres sont là. Les rumeurs à Station F et à Londres parlent d'une prochaine levée de fonds qui placera officiellement BioVert dans le club très fermé des licornes françaises. Mon père a froncé les sourcils. Il s'est tourné vers Benoît. Licorne? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval? Benoît, le financier, a répondu, sa voix étranglée, sans quitter l'écran des yeux, c'est. Grégoire, c'est un terme de la tech. Une licorne, c'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard. 1 milliard. La journaliste, comme si elle avait entendu Benoît, a confirmé. Pour nos téléspectateurs qui ne sont pas familiers, une licorne, c'est une société non cotée en bourse dont la valeur dépasse 1 milliard d'euros. Le chiffre? Le voilà. 1 milliard. Clac.
Benoît a lâché sa fourchette. Le cliquetis aigu du métal sur la porcelaine de Limoges a résonné dans le silence de mort qui s'était abattu sur notre table. 1 milliard, a répété mon père, comme s'il apprenait un mot dans une langue étrangère. Il a secoué la tête. D'euros ? D'euros, a confirmé Benoît, la voix tremblante. Mélisande a secoué la tête, ses cheveux parfaitement coiffés se balançant. Non, non, non. C'est stupide. C'est une blague. Elle a dit milliard ? C'est plus que ce que... Elle n'a pas fini sa phrase. À l'écran, la journaliste posait la question fatale, celle que mon équipe de com m'avait dit d'esquiver à tout prix, 1 milliard d'euros. À 28 ans. Aveline, quel effet cela fait-il d'être sur le point de devenir l'une des plus jeunes milliardaires de la tech en Europe ? Mon double à l'écran a ri nerveusement. Je me souviens de ce moment. La chaleur des projecteurs. L'argent n'est que le carburant. La mission, c'est de remplacer 30% du plastique à usage unique en Europe d'ici 2030. C'est ça, le vrai but. La valorisation n'est qu'un outil pour y parvenir. L'interview s'est terminée sur un plan large de mon laboratoire, les lumières brillant dans la nuit de Sotteville, le logo, Biovert, s'affichant en grand sur l'écran. La télévision est passée à une publicité pour une voiture électrique. Le son a été coupé à nouveau par le serveur, qui avait dû remarquer la tension à notre table. Mais le silence qui est revenu était 1000 fois plus lourd. Personne ne bougeait. Benoît et Valérie me regardaient comme s'ils venaient de voir la Vierge Marie. Ou un fantôme qui pouvait signer des chèques. Ma sœur, Mélisande, ressemblait à un fantôme. Elle était blanche comme le linge de table, ses yeux fixés sur son assiette à dessert intacte, sa lèvre inférieure tremblait. Et mon père ne bougeait plus. Il fixait la télévision éteinte, sa mâchoire serrée, sa poitrine se soulevant à peine. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir sa maison s'effondrer. Ou se construire, en un instant. Je ne savais pas. Il avait l'air perdu. Le premier à parler fut Benoît, le financier. Il a essuyé sa bouche avec sa serviette, son visage rouge de confusion et d'excitation. Il a ri, un rire nerveux. Grégoire, a-t-il dit, sa voix pleine d'un respect nouveau, presque mielleux. Mais, Grégoire, votre fille? Mon Dieu. Aveline. Mademoiselle, vous êtes un génie. Un pur génie. Maître Valérie hochait la tête, son calme professionnel revenu, mais ses yeux brillaient. Absolument remarquable. Grégoire, vous nous aviez caché ça. En transition, quelle blague. C'est la meilleure de l'année. Mon père les a ignorés. Il n'a même pas tourné la tête vers eux. Il s'est tourné lentement vers moi. Très lentement. Ses yeux étaient emplis d'une émotion que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la joie. C'était de la confusion. De la douleur. Une trahison. Aveline. A-t-il dit, sa voix si basse que j'ai à peine entendue. Mais, pourquoi tu ne nous as rien dit? Rien dit. Cette question, après 5 ans. Après l'offre d'emploi de secrétaire. Après, trier les déchets. Cette question a fait sauter le verrou de 5 années de frustration. 5 années de silence forcé, de mépris poli, d'humiliation avalée. Rien dit, ai-je répété, ma voix tremblant, non pas de peur, mais d'une colère froide, blanche. Rien dit? Papa, j'essaie de vous le dire depuis 5 ans. Les têtes se sont tournées vers nous. Le salon privé était devenu notre scène. J'essaie de vous le dire depuis le jour où j'ai quitté Neoma. Ma voix montait, mais je m'en fichais. Quand j'ai quitté cette école, 6 mois avant la fin, je t'ai expliqué. Je t'ai montré mes recherches. Je t'ai parlé de la plage de Biarritz. Et tu m'as dit que j'étais une folle et que je gâchais ma vie. Je pensais que c'était un caprice. Quand j'ai signé mon tout premier contrat, ai-je continué, les larmes me montant aux yeux, des larmes de rage. Un contrat à 50 000 € avec une PME locale. J'étais si fière. Je l'ai annoncé au dîner du dimanche. Tu sais ce que tu as fait, papa?
Tu as dit, c'est bien, chérie, tu as tapoté ma main, et tu as immédiatement changé de sujet pour parler de la promotion de Mélisande. Une promotion où elle avait eu une augmentation de 200 € par mois et une nouvelle carte de visite. Mélisande a tressailli comme si je l'avais giflée. Quand j'ai parlé de la série à l'année dernière, ai-je dit en le fixant, quand j'ai dit que j'avais levé de l'argent, tu ne m'as même pas demandé combien. Tu ne m'as pas demandé qui étaient les investisseurs. Tu m'as demandé si j'avais enfin assez d'argent pour payer mon loyer sans avoir à te le demander. Le visage de mon père s'est décomposé. Il se souvenait. Et puis je me suis tournée vers ma sœur. Et toi, ai-je lancé, ma voix se brisant. Toi, qui me regardes de haut depuis 5 ans comme si j'étais une idiote. Toi, qui m'as offert un poste de secrétaire il y a 1 heure. Un poste de secrétaire. Tu as dit que mon laboratoire était un entrepôt humide. Tu as dit que j'étais la honte de la famille. Aveline, je ne savais pas, a-t-elle bégayé, les larmes aux yeux. C'est ça le problème. J'ai frappé la table du plat de la main, faisant sursauter tout le monde. Les verres ont tinté. Vous ne saviez pas. Et vous ne vouliez pas savoir. C'était plus facile pour vous de me voir comme une ratée. Ça confirmait vos choix de vie. Vous aviez honte. Vous aviez honte de moi parce que je ne rentrais pas dans vos petites cases. Honte parce que je ne portais pas un tailleur-pantalon pour aller m'ennuyer dans un bureau. Honte parce que j'avais les mains sales à force de travailler. Je respirais fort. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je m'en fichais. Alors non, papa. Ne me demande pas pourquoi je n'ai rien dit. J'ai crié. J'ai crié pendant 5 ans. C'est vous qui n'avez pas écouté. Mon père n'a pas répondu. Il a baissé les yeux. Il regardait ses mains, posées sur la nappe blanche immaculée. La vérité était enfin là. Et elle était brutale. Le silence qui a suivi ma tirade était total. Il était si lourd qu'il semblait absorber tout l'oxygène de la pièce. Benoît et Valérie regardaient leurs assiettes, visiblement mal à l'aise d'être les témoins de ce déballage familial, de cette exécution. Dring. Dring. Le téléphone de mon père, posé sur la table, s'est mis à vibrer. L'écran s'est allumé. J'ai pu lire le nom, Alain Dubois, CCI Rouen. Le président de la Chambre de commerce. Sans doute avait-il vu, lui aussi, le reportage sur BFM. Mon père a regardé le téléphone, puis moi. Ses doigts ont tremblé. Il a appuyé sur le bouton rouge. Il a rejeté l'appel. C'était la première fois de ma vie que je le voyais rejeter un appel important. Il a pris une grande inspiration, qui était presque un sanglot. Il a relevé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Aveline. A-t-il commencé, sa voix rauque. J'ai eu tort. Il a secoué la tête, l'air perdu, comme un homme qui ne reconnaît plus la carte du monde. Mon entreprise, les fournitures, tout s'effondre. Je le vois tous les jours. Je me bats contre des fantômes, contre Amazon. J'ai passé ma vie à construire quelque chose qui ne vaut plus rien. Il me regardait, mais il parlait presque pour lui-même. J'avais peur. J'avais si peur pour toi. Quand tu as quitté Neoma, j'ai cru que tu faisais la même erreur que moi, que tu te lançais dans une chimère. Je ne comprenais pas ce que tu faisais. Ça n'avait pas de sens. C'était vert, c'était rêveur. Je voulais que tu sois en sécurité. Comme Mélisande. Dans une banque, une assurance. Un travail respectable. Il a eu un rire triste, qui s'est brisé. Respectable? Il m'a regardé, et cette fois, je l'ai vu. Vraiment vu. Pas le père autoritaire, mais l'homme effrayé, vieillissant, qui avait peur de devenir obsolète. Je n'ai pas vu, a-t-il murmuré, que tu n'étais pas en train de fuir l'avenir. Tu étais en train de le construire. Pendant que moi, je m'accrochais au passé. Je suis tellement désolé, Aveline. Tellement fière. Et tellement honteux. Puis, j'ai entendu un reniflement bruyant à côté de moi. Mélisande pleurait. Vraiment. Silencieusement, mais de grosses larmes coulaient sur son maquillage parfait, créant des sillons sombres.
Je suis désolée, Aveline, a-t-elle dit, sa voix brisée. Je te demande pardon. Elle m'a regardée, et toute l'arrogance, toute la suffisance avait disparu. Il ne restait qu'une femme malheureuse. Mon travail est si ennuyeux. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je fais la même chose, tous les jours. Je suis coincée dans des tableaux Excel et des réunions inutiles. Je suis coincée. Elle a sangloté. J'étais jalouse. Jalouse? De moi? Je n'avais rien. Oui, a-t-elle presque crié. Jalouse parce que tu as osé. Tu as osé tout plaquer, pour suivre ton idée folle. Tu étais libre. Tu avais une passion. Et moi, j'étais coincée dans la réussite que papa voulait pour nous. Je n'ai jamais pensé, pas une seconde, que tu réussirais. Vraiment. Je te voyais comme la petite sœur ratée, et ça me rassurait sur mes propres choix. Elle a baissé la tête. Je suis la honte. Pas toi. Les excuses. Les 2 excuses que j'avais attendues, espérées, pendant 5 longues années. Elles étaient enfin là. Prononcées à voix haute. Mais maintenant qu'elles étaient là, flottant dans l'air lourd du restaurant, je me sentais étrangement vide. Est-ce qu'elles pouvaient effacer 5 ans de mépris? 5 ans de doutes instillés en moi? 5 ans à me sentir seule contre tous? Je n'en étais pas sûre. Le reste du dîner a été surréaliste. Benoît et Valérie, après avoir repris leurs esprits, ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, du business. 1 milliard, vous vous rendez compte, disait Benoît, son visage rouge maintenant d'excitation. Aveline. Mademoiselle, il faut absolument que vous parliez à mon gestionnaire de fortune. La fiscalité sur une telle valorisation, c'est un cauchemar. Il vous faut un holding, une structuration. Oubliez ça, disait Valérie, lui tendant sa carte. C'est de conseils juridiques dont vous avez besoin. Pour la série C, vous ne pouvez pas faire confiance à ces Parisiens. Mon cabinet a une expertise. Ils se disputaient presque mes faveurs. Ces mêmes hommes qui, 1 heure auparavant, me regardaient comme une enfant attardée, une blogueuse de yoga. Mon père et ma sœur, eux, restaient silencieux, écoutant, l'air hagard. Ils regardaient ces hommes me courtiser et semblaient réaliser l'ampleur de ce qu'ils avaient manqué. J'ai répondu poliment. J'ai pris leur carte de visite avec un sourire las. J'ai regardé ma montre. 22h30. Je suis vraiment désolée, ai-je dit en me levant. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai une urgence au laboratoire. Cette fois, personne n'a ri. Bien sûr, s'est empressé de dire Benoît, se levant à moitié. Le travail avant tout. Mon père s'est levé d'un bond. Je te raccompagne? Tu veux que je te conduise? Non, papa. Ça va aller. J'ai ma voiture. Aveline, a-t-il dit, me retenant par le bras. On peut visiter? Demain? Ton entrepôt? Mon laboratoire, ai-je corrigé doucement. Oui. Demain. 14h. Je peux venir, a demandé Mélisande d'une petite voix. J'ai hoché la tête. Vous pouvez venir tous les deux. Je suis sortie du restaurant, l'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme une bénédiction. J'ai marché jusqu'à ma vieille Renault Clio, garée au milieu des Mercedes et des BMW. J'ai souri. Elle était fiable. Mais je ne suis pas rentrée chez moi, dans mon T2. J'ai conduit. J'ai quitté le centre-ville historique, les belles façades, et j'ai pris la voie rapide vers le sud, vers Sotteville-lès-Rouen. J'ai traversé la Seine, vers les zones industrielles, là où la vraie Normandie travaille, là où l'on fait des choses. 15 minutes plus tard, j'arrivais devant mon bâtiment. Biovert. Ce n'était pas un entrepôt humide. C'était un bâtiment moderne, en verre et en acier, silencieux dans la nuit. Mais les lumières du laboratoire, au 2e étage, étaient allumées. Je suis montée. J'ai passé mon badge. Ils étaient là. Mathieu, mon CTO, mon premier employé, mon meilleur ami, celui qui avait cru en moi quand je n'avais qu'une présentation PowerPoint et une équation chimique.
et Dr. Elodie, notre directrice R&D, un génie absolu de la chimie des polymères. Ils étaient devant un écran, des boîtes de pizza vides empilées sur une table. Quand je suis entrée, Mathieu s'est retourné. Aveline. Te voilà. Tu tombes bien. Regarde ça. Il a pointé l'écran. Un graphique. Une courbe de résistance à la traction. On a réussi, a dit Elodie, ses yeux brillants de fatigue et de triomphe. Le lot B12. Il est 15% plus résistant que le PET standard. On l'a fait. C'est stable. J'ai regardé les chiffres. J'ai oublié le restaurant, l'argent, le milliard, BFM Business. J'ai oublié ma famille. C'est incroyable, ai-je soufflé. Mathieu m'a regardé, remarquant enfin ma tenue. Tu es en avance. Et, bien habillé. Alors, ce dîner de famille? J'ai ri. Un vrai rire, venu du ventre. Ils ont vu l'interview de BFM Business. En direct. Pendant le dîner. Mathieu a grimacé. Ouch. Oh non. Ça va? J'ai regardé l'écran. J'ai regardé Elodie, qui bâillait. J'ai regardé Mathieu, qui avait une tache de sauce tomate sur son t-shirt, bio-vert. Maintenant, oui, ai-je dit. Maintenant, je vais bien. C'est bon d'être ici. Avec vous. Mathieu a souri. Allez, champagne. On a 2 raisons de fêter ça. Il est allé chercher une bouteille de mousseux blanquette de Limoux qu'on gardait dans le frigo du labo pour les grandes occasions. C'était un début. Mais la confiance, c'est comme mes polymères. Ça prend du temps, beaucoup de temps, à construire. Le lendemain, ils sont venus. Mon père et Mélisande. À 14h pile. Ils étaient sur leur 31, comme pour un enterrement. Ils sont arrivés dans la Mercedes de Mélisande, et ils semblaient petits. Intimidés. Je leur ai fait la visite. Je ne leur ai pas montré les bureaux de la direction. Je les ai emmenés au cœur du réacteur. Dans le laboratoire de R&D. Je leur ai fait mettre des blouses blanches, des charlottes et des surchaussures. Je leur ai montré le microscope électronique. Je leur ai montré, sur un écran 8K, la structure moléculaire de notre polymère. Je leur ai montré la ligne de production pilote, le monstre d'acier que la télé avait filmé. J'ai montré à mon père comment le granulé d'algue entrait d'un côté et comment le filament transparent sortait de l'autre. Il a touché les machines, émerveillé, comme un enfant. J'ai montré à Mélisande le laboratoire de contrôle qualité, où Elodie et son équipe soumettaient nos produits à des tests de torture. Ils étaient abasourdis. Je ne savais pas, n'arrêtais pas de répéter mon père, sa voix étouffée. Je ne comprenais pas l'échelle. Je pensais que c'était toi et 2 étudiants dans un garage. C'est gigantesque, a admis Mélisande. C'est une vraie usine. Une usine high-tech. Quand la visite s'est terminée, dans mon bureau simple, un bureau debout et un tableau blanc, ils se sont excusés à nouveau. Cette fois, c'était différent. Ce n'étaient plus les excuses choquées de la veille. C'étaient des excuses réfléchies. Des excuses pour leur aveuglement. J'ai été un imbécile, a dit mon père. Un vieil imbécile arrogant. Et moi, j'ai été une sœur horrible, a dit Mélisande. J'ai accepté leurs excuses. Je les ai acceptées parce que c'est ma famille. J'ai pardonné. Mais je n'ai pas oublié. Le vrai succès, ce que j'ai compris cette semaine-là, ce n'est pas le moment où BFM Business prononce votre nom. Ce n'est pas le chiffre, 1 milliard d'euros, qui fait s'étouffer un financier. Ce n'est pas le respect soudain dans les yeux de ceux qui vous ont méprisé. Ça, c'est la conséquence du succès. C'est la cerise sur le gâteau. Le vrai succès, c'était les 5 années de nuit blanche. C'était le « non » de 20 investisseurs avant le premier « oui ». C'était le moment où mon premier échantillon de polymère s'est désintégré au lieu de tenir. C'était les fiches de paie que j'avais peur de ne pas pouvoir payer le premier mois. Le vrai succès, c'était le regard de Mathieu et Elodie devant un graphique à minuit, dans un laboratoire qui sentait la pizza froide. C'était le travail. Le travail acharné, ingrat,
invisible. Mon père et ma sœur ont fini par comprendre. Notre relation change, lentement. Elle est plus honnête. Mais la vraie validation, celle qui compte, je l'avais déjà. Je l'avais eue tout du long. Elle ne venait pas d'eux. Elle venait de moi. Et de mon équipe. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. La vôtre est peut-être différente, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont été jugés sur les apparences. Peut-être par des amis, des collègues, ou même, comme moi, par votre propre famille. Alors, racontez-moi dans les commentaires, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier, cet accomplissement que vous avez bâti dans l'ombre, même si personne d'autre ne le voyait au début? Je lis absolument tous vos commentaires. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait vibrer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien, c'est mon carburant. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Et croyez-moi, le jour où j'ai dû présenter BioVert devant ces 20 investisseurs à Paris pour la série C, c'était une toute autre histoire. Peut-être pour une prochaine fois.